quand tu regardes de manière factuelle les choses, si on n'était pas la France avec notre histoire, etc., on aurait déjà été largement plus dégradé par les agences de notation et Ouais, on ça serait c'est clair. déjà dans une situation différente. Donc pour l'instant, on a encore des atouts. Et Ah, quand il y tu en a eu regardes ce plein. sujet d'impôt, effectivement, on a une forte capacité à lever des impôts, mais le problème, c'est qu'on est au max du max. Tu vois, t'as aucune marge de manœuvre, au fait. Et on va voir que là, dans les augmentations qui ont été votées, tu verras que très probablement les recettes vont diminuer parce qu'au fait, l'assiette sur laquelle l'imposition va taper va diminuer. Eh bonjour à tous, salut Richard, comment ça va? Salut, ça va et vous? Très Bonjour, bien. bonjour. Hmm. Bah écoute, bienvenue sur le podcast, excusez-moi pour cette gorgée de café. Ouais. Première apparition sur le podcast, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour la communauté? Je peux me présenter. Merci pour l'invitation tout d'abord. Donc moi je suis Richard Michaud. J'ai plusieurs casquettes. La première c'est que je suis consultant. Donc alors consultant, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Ça peut avoir beaucoup de sens. Parfois c'est très flou pour les gens. Donc concrètement j'accompagne des entreprises, en l'occurrence des banques. Moi je suis spécialiste du secteur bancaire sur des projets de transformation donc qui peuvent être de diverses natures. Sur des sujets data, d'innovation, de réglementation, de transformation vraiment au sens large, d'accompagnement au changement. Et donc je fais ça depuis quasiment 10 ans. Je suis arrivé là presque par hasard après un master en finance. Moi je savais que je voulais bosser en finance. C'était extrêmement clair. Je ne me voyais pas travailler ailleurs que dans une banque. Parce que pour moi la finance à Pourquoi? l'époque aussi c'était vraiment à la banque. Parce que moi je suis un passionné d'économie Hmm. depuis tout petit. Quand j'ai découvert les SES en terminale, c'était une révélation pour moi. J'ai adoré. Et donc je savais que je voulais faire ça. Alors je ne savais pas exactement quoi à la base. Et puis quand j'ai découvert la finance, pareil, ça a été une révélation. Et donc, j'ai commencé dans le conseil parce que je me suis dit c'est quelque chose de super large. Je vais pouvoir voir plein de trucs, plein de choses. Je voulais pas, entre guillemets, m'enfermer dans un poste très opérationnel sur une tâche X ou Y. Je ne me voyais pas faire ça. Et donc, je me suis dit que ça serait bien. Et donc, voilà, je fais ça depuis quasiment 10 ans. Donc, tu vois, parfois, on commence un truc par hasard et on continue longtemps. J'ai une deuxième casquette qui est une casquette de formateur. Donc, je forme en fait des équipes justement de banques sur les sujets d'expertise. Et puis, parce que je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis quelques jours, là, on tourne début janvier, ça fait 8 jours très Ah bah précisément que je suis félicitations. entrepreneur. Merci. Je suis très impatient et excité. Et donc, je vais aussi lancer des formations à titre perso. Alors, pour l'instant, c'est en réflexion. Ça va tourner autour de l'investissement, bien sûr. On pourra en reparler. Ça va tourner autour de personal branding aussi. D'accord. Sur la base de mon expérience, en fait, tout simplement, je vais livrer ce que j'ai fait pour développer mes réseaux, qui est ma troisième activité, donc de créateur de contenu, troisième casquette, avec une présence sur LinkedIn qui s'est beaucoup renforcée avec à ce jour environ 26 000 abonnés, où je propose des décryptages chaque jour d'actualités, de concepts autour de la finance. Alors, quand même beaucoup avec mon prisme bancaire, mais depuis maintenant plus d'un an aussi beaucoup sur l'investissement, aussi avec de beaux partenaires comme Saxo Bank. Et donc voilà, l'idée c'est d'apporter du contenu d'éducation financière, de donner des clés de lecture aux gens pour tout simplement pouvoir prendre des meilleures décisions, pour pouvoir se lancer dans l'investissement sereinement, comprendre aussi les mécanismes économiques et financiers qui sont autour de ça, et livrer des analyses au fait que quelqu'un qui n'est pas forcément dans le sujet au quotidien peut comprendre. Donc LinkedIn, Ok. c'est mon socle. J'ai aussi une newsletter qui s'appelle Inside Banking, dans laquelle je propose chaque mois une synthèse des principales actualités du secteur financier. Et puis un podcast qui est depuis quelques jours pareil sur YouTube, et Ah, depuis un an, félicitations aussi. merci, depuis un an en audio sur Spotify, Amazon Podcast, les plateformes, qui s'appelle également Inside Banking. Et dans le podcast, c'est un podcast d'interview comme aujourd'hui où je reçois des experts de la finance. Alors ça peut être des épisodes sur l'investissement. Ça peut être aussi des sujets plus larges, plus de stratégie macro autour des banques, de l'industrie financière. Et c'est un super levier, le podcast, pour apprendre des choses aussi. Je me pose aussi en posture d'apprenant parfois, en fonction de l'invité. Parler avec des gens passionnants que j'aurais pas forcément l'occasion avec lesquels j'aurais pas forcément l'occasion d'échanger au quotidien et qui ont souvent des carrières, des backgrounds qui sont hyper intéressants. Et j'essaie de restituer avec mes invités toute cette valeur aux Hmm. auditeurs, à la fois sur des sujets techniques, sur l'investissement ou sur la compréhension des flux financiers, de l'actualité financière, et aussi de montrer des gens qui ont des parcours inspirants dans la finance pour dire, voilà, vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez avoir des grands parcours, lancer votre activité ou devenir patron dans des grandes institutions. Et on vous explique au fait, on vous présente des gens qui ont fait ça et quelles ont été leurs clés, comment ils ont fait pour avancer là-dessus.
Et parmi Ok. tous les gens que tu as croisés, côtoyés, et parmi tous les sujets que tu as traités, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui comprend comment ça marche une banque dans ce pays? Bien sûr, j'ai reçu des banquiers, j'ai reçu des banquiers, donc bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Je pense que, typiquement, moi, j'ai fait des études de finance. Hein. J'ai fait un magistère d'économie et de finance à l'université de Bordeaux. Et j'ai terminé par un master 2 en banque finance à l'université de Paris 1. Mais il y a beaucoup de flou autour de ça. Et même quand on est Ah, dedans, c'est en des fait, la sacrées banque, boîtes noires, c'est les hyper large. banquiers. Exactement. Ça veut rien dire, en fait, banquier. On parle tout le temps de banquier, mais ça ne veut rien dire. Il y a la banque de l'État, il y a il y a la banque privée. Moi, C'est deux univers différents. Il y a l'agence, il y a les sièges. Ensuite, tu as différents types de banques. Tu as des banques dites nationales comme BNP Paribas ou Société Générale, et puis des banques nationales aussi, mais mutualistes hmm. comme le Crédit Mutuel, les banques populaires, les caisses d'épargne. Et tout ça a une organisation, des spécificités différentes. Et quand on se place d'un point de vue de particulier, ça dépend aussi de tes besoins. Tu ne vas pas aller voir forcément le même acteur en fonction de tes besoins. Si c'est des besoins de financement immobilier, si c'est des besoins d'investissement en bourse. Et en plus de tout ça, il y a maintenant tous les nouveaux acteurs, on va dire digitaux, notamment les courtiers en ligne, qui se sont énormément développés sur la Hmm. partie investissement, des acteurs aussi sur la partie assurance vie en ligne. On peut citer le YoMoney ou Linksea par exemple. Bref, Ah, donc Linksea, ils sont bien. exactement. Ouais. Donc d'ailleurs, je réfléchis à m'ouvrir une nouvelle assurance vie. Je vais probablement l'ouvrir chez Linksea. C'est pas du tout sponsorisé. Hein. Je Il faut dis ça. l'ouvrir au Luxembourg de nos Voilà. jours. Il Alors ça, paraît, on a c'est reçu encore un autre sujet. Thomas Mayol sur le podcast, peut-être que tu le Ouais, connais, il est ouais. assez actif sur Insta, et il nous a parlé des contrats luxembourgeois, et il paraît que c'est top, moi je connaissais pas du tout, mais écoute, le jour Moi, j'en ai un où déjà. j'ai... C'est vrai? Ah, mais t'as de l'argent, toi, parce qu'il faut arriver avec 100-150K hein, pour ouvrir un contrat Combien? d'assurance luxembourgeois, normalement. C'est quoi le minimum? En général, alors ça dépend des contrats, mais moi, ce que j'avais vu, c'est à partir de 100K, tu peux avoir quelque chose. Mais en dessous, c'est compliqué. Ah, Sinon, d'accord, ça ok. m'intéresse. Hmm. Il répond Ouais, pas. pardon, j'ai donné un tips. J'ai donné une indication. Je partage jamais les montants de mon patrimoine, mais je partage tout ce que je fais avec transparence. Et là, je viens de me vendre. Mais tu l'as ouvert suite au podcast avec Thomas? Non, je l'ai depuis longtemps, mais Ah. c'est en format retraite par capitalisation. Ah oui, d'accord. Ah, écoute, effectivement, alors, je trouve ça très triste, entre guillemets, sans jugement pour toi personnellement, mais de manière générale, cette tendance-là, parce que pourquoi les gens font ça? C'est parce que, en fait, la France est globalement mal gérée d'un point de vue économique. On va dans le mur, et sans donner un avis politique hein, sur nos dirigeants actuels, c'est pas mon sujet, mais de manière factuelle, quand tu regardes les grands équilibres économiques, quand tu regardes le système de retraite, quand tu regardes le déficit de l'État et les mesures, ou l'absence plutôt de mesures structurelles qui sont prises, tu comprends vite que on va vers des problèmes. Et donc, par rapport à ça, Alors, effectivement, il y a des m- gens qui font des choix moi, je trouve d'aller que sur. c'est plutôt très robuste, la France, parce que tout ce que tu viens de dire, j'avais fait le constat en 2005. Donc, c'était déjà le cas à l'époque, et j'avais décidé de démarrer ma carrière à l'international pour ça. Parce que je trouvais qu'il y avait un trop gros décalage entre les perspectives de carrière française et la perspective retraite et compagnie par rapport à ce que tu pouvais faire par toi-même à l'étranger. Voilà. Donc c'était pas. Après à l'époque c'était pas du tout politique. Aujourd'hui c'est devenu un peu touchy quand même. Parler d'expatriation, il y a un côté bon, peu importe, on va C'est pas rentrer complètement là-dedans. légal en tout cas. Hein. Il n'y a, Ben, pas ça il y a pas l'est, de oui. sujet Ouais. enfin, il n'y a pas de sujet d'évasion fiscale ou quoi que ce soit. Hein. C'est Voilà, mais le 100% problème c'est que transparent. comme il y a une hémorragie de personnes qui s'en vont, il y a des gens qui commencent à dire vous abandonnez le navire en mode vous jouez pas collectif quoi. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a tous ces problèmes-là, mais ça fait, enfin moi je les ai toujours entendus quoi. Quand moi j'ai attaqué ça, il y avait des gens avec qui j'avais discuté, qui me tenaient ce discours alors qu'ils le tenaient depuis 20 ans. Donc ça fait quand même j'ai envie de dire 45 ans que les gens ont l'impression que la France est en train de s'effondrer ou vire à l'ultra-communisme avec des mecs qui partaient en Suisse avec des valises de lingots dans la voiture quand Mitterrand a été élu. Donc il y a quand même un côté où, mine de rien, la baraque tient. C'est ça que je voulais dire. Je suis d'accord sur le fait que les chiffres Alors, sont la catastrophiques. question, c'est mais jusqu'à pour quand? l'instant, ça Parce tient. que tu vois, c'est un raisonnement qui certes, mais les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Tu vois,
C'est un petit peu le sujet. Alors après, moi, je prêche pas l'apocalypse ou je suis pas là pour plomber le moral des gens. Mais quand tu regardes de manière factuelle les choses, si on n'était pas la France avec notre histoire, etc., on aurait déjà été largement plus dégradé par les agences de notation. Ouais, et on serait déjà dans une situation différente. Donc pour l'instant, on a encore des atouts et on a plein d'atouts. On a des atouts économiques, la capacité culturels. légendaire de l'État français à lever des impôts. Des impôts. Ouais, mais ça, par exemple, tu vois, Et à faire faillite, parce que c'est aussi une tradition française, mine de rien. Voilà, il y a eu des faillites dans De l'histoire, faire mais quand faillite. tu Ah, il y en a eu regardes plein, ces sujets d'impôts, effectivement, on a une forte capacité à lever des impôts, mais le problème, c'est qu'on est au max du max. Tu vois, t'as aucune marge de manœuvre, au fait. Et on va voir que là, dans les augmentations qui ont été votées, tu verras que très probablement les recettes vont diminuer, parce qu'au fait, l'assiette sur laquelle l'imposition va taper va diminuer, parce que quand tu as un impôt qui devient à la limite du confiscatoire, bah, les gens ont des techniques d'évitement, et c'est absolument évident, et notamment les corporates qui peuvent le faire. La fameuse courbe de l'affaire. Et donc voilà, et donc sans réforme structurelle, malheureusement, et encore, c'est ni de droite ni de gauche, mais sans réforme structurelle, au fait, il n'y a pas d'issue positive. Mais j'ai envie de te dire, dans quel pays du monde il n'y a pas des problèmes économiques aujourd'hui? Moi, j'en connais pas. Bah écoute, Peut-être la Suisse, mais au Luxembourg. Peut-être la Suisse, en peut-être Asie, le il y a Luxembourg, certains pays d'Asie qui sont très dynamiques. Mais bon, après, moi, je reste optimiste. Je veux pas être il y a une vague il y a beaucoup de gens pessimistes autour de moi. Je reste optimiste, mais il faut pas non plus être naïf. Donc il faut être conscient de ça. Et si on parle d'investissement, prendre effectivement des décisions où on a conscience de ces sujets-là et on a conscience de ce qui peut arriver en fonction de l'option qu'on va mobiliser. Et je dis pas qu'il faut pas du tout investir en France ou sur la France, mais il y a des possibilités, en tout cas, de bien diversifier ces investissements pour limiter son risque et son exposition, si jamais effectivement on avait un scénario catastrophe dans les prochaines années. Mais moi, pour les banques, j'ai de la BNP et un de mes critères, c'est très boîte noire. Investir dans une banque, c'est très compliqué. Parce que la compta, elle existe, tu peux sortir le bilan comptable, mais c'est compliqué d'avoir une explication de comment ces chiffres sont atteints par le business model. Tu as plutôt une synthèse en boîte noire, et ça rend l'exercice très compliqué les assurances, c'est encore différent, peut-être on en parlera, mais on va rester sur les banques. Et j'en suis venu à la conclusion qu'il y a un critère qui est pas mal pour investir dans les banques, c'est de regarder le mètre carré du siège. Au plus il y a de mètres carrés au siège, et au plus il y a de marbre, et au plus le dividende est petit. BNP Paribas, ils sont en train de déménager en plus. Donc... c'est ça. Donc, mais il y a une vraie corrélation. Je ne peux pas vérifier cette théorie. Je ne peux pas la valider. En fait, tu as une corrélation. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'édifice, je crois. À mon avis, si tu le cherches, tu le trouves. Sur Alors, faut se méfier parce les qu'on boîtes dit finissent avec des méga sièges et des méga tours. Et tu as l'Empire State Building, qui était la tour record d'égocentrisme de l'époque, qui a été sorti, je crois, un an avant la crise de 29, où il est sorti en 1930. Enfin, il est sorti pour la crise de 29. Et pour la crise de 2008, la grande crise financière, tu avais la sortie de la tour Burj Khalifa, qui était à nouveau le record de la tour la plus haute. Et t'as toute une histoire comme ça sur l'hubris, enfin l'ambition de monter des bâtiments colossaux pour exprimer sa puissance, qui se termine généralement par un effondrement financier, quoi. Écoute, on va voir si ça se vérifie, parce que JP Morgan a annoncé là, un nouveau siège flambant neuf. Je sais pas si c'est la plus grande, ou en tout cas une des plus grandes tours qui est. Mais exactement. Mais voilà. je te promets, il y a un vrai et pourtant, sujet. c'est la banque la plus performante au monde. Donc, tu on vois, est d'accord. Mais il y a un verra vrai sujet. Les banques ont le syndrome de l'édifice. Je sais pas pourquoi, ils veulent toujours avoir le plus gros zizi planté vers le ciel que les autres. Je comprends pas le délire. Je dirais pas comme ça, mais une banque, fondamentalement, c'est basé sur quoi? En termes de business model, si on revient à la base, c'est basé sur de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de banque. Et s'il n'y a pas de confiance de manière généralisée, aucune banque ne peut survivre, en réalité. C'est-à-dire que si demain, il y a une crise de confiance pour une raison X ou Y, et on l'a vu au mois de mars 2023, il y a certaines banques US qui ont fait faillite, hein. C'est pas il y a 20 ans. C'était la SVB notamment. SVB notamment. SVB californienne, ouais. Il y a eu Crédit Suisse. C'est une crise de confiance massive et que tous les clients, une grande partie des clients viennent retirer de l'argent.
En fait, aucune banque ne peut survivre, malgré la réglementation qu'on a mis en place. Alors, il y a des ratios, notamment de liquidité, etc., qui permettent de sécuriser ça, mais personne ne peut survivre à ça en réalité. Et donc, je pense qu'effectivement, donc, du coup, tu as un côté réassurance avec le réseau, de la présence physique, et je pense que le fait d'avoir un siège, ça fait sérieux au fait d'avoir des grands sièges, d'avoir du présentiel et en France on a un maillage territorial qui est énorme, hein. Il faut le savoir par rapport à la moyenne européenne, on est un des pays où il y a le maillage territorial d'agence par exemple qui est le plus élevé. Le pire c'est les crédits agricoles, il y en a partout. Il y en a beaucoup, les banques populaires, les caisses d'épargne également, la Poste c'est le plus gros réseau, hein, parce que les postes il y en a partout en réalité, donc la banque postale ils sont partout, et donc ça c'est des éléments de confiance qui sont très importants, même dans un monde digital, il y a encore beaucoup de gens qui tiennent à ça. Est-ce que ça va changer à l'avenir? Et là, ça met des questions beaucoup plus larges, même de télétravail pour les employés et puis de digitalisation croissante où les nouvelles générations, je pense, effectivement, s'attachent beaucoup moins au fait qu'il y ait une agence, qu'il y ait une présence physique. Mais en tout cas, ce sujet de présence sur le territoire, je pense, est important pour cet élément de confiance qui, encore une fois, est la base du modèle bancaire. Moi, si je te prends mon exemple, toutes mes banques en fait sont des banques en ligne parce que Fortuneo c'est mon compte principal. Ensuite, j'utilise Revolut pour les dépenses courantes et côté pro, on utilise Conto et Revolut Business. Donc en fait, tu fais de l'immobilier? Pas encore. C'est normal. Mais oui, ça m'étonne pas. Il va falloir ouvrir. Ça ne m'étonne pas vu ce que tu me dis. Bon, alors, je te posais une question pour te taquiner, hein, évidemment. Moi, pour donner mon expérience, sans dire que c'est forcément ce qu'il faut faire, mais pour donner en tout cas la logique derrière la réflexion, c'est qu'effectivement, quand j'étais étudiant et jeune travailleur, avant de faire de l'acquisition immobilière, j'étais full banque en ligne. Bon, sauf au tout début, parce que mes parents m'avaient gentiment ouvert un livret à la banque postale, ce qui est très bien. Mais voilà, j'ai vite basculé sur de la banque en ligne. Bon, en l'occurrence, Boursorama Banque et Fortuneo. Boursorama Banque a pendant longtemps été ma banque principale. Ça l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au bout de quelques années où j'ai travaillé, j'ai mis de l'épargne de côté, j'ai commencé à investir en immobilier. Et là, direct ou SCPI? En direct. Moi, j'ai acheté un premier appartement que j'ai revendu depuis, et là, en ce moment, j'ai 2 appartements. Pour faire ça, alors, tu peux le faire avec une banque en ligne, ça reste possible sur des acquisitions très vanille, très simples. Mais si tu veux vraiment développer un patrimoine immobilier, développer une relation et avoir du financement, très concrètement, ça peut avoir du sens, et c'est ce que j'ai fait, de développer une relation avec une banque traditionnelle où là, peut y avoir de l'accompagnement et peut y avoir un financement beaucoup plus large qu'avec un acteur en ligne. Donc je dis pas que tu peux pas être financé par une banque en ligne, hein. Boursorama Banque a par exemple du financement qui peut être très intéressant, qui est très bien fait en ligne justement, mais qui est beaucoup plus limité en termes de type de projet, en termes de montant, en termes de profil financier que un crédit agricole, un crédit mutuel, etc. Et donc si tu as des besoins un petit peu spécifiques ou un profil qui ne rentre pas parfaitement dans les cases, tu vas avoir besoin d'un accompagnement. Et je pense qu'on peut parler des sujets de frais, parce que moi c'est un sujet auquel je fais très attention. C'est pour ça que j'étais en banque en ligne, parce que j'étais extrêmement vigilant sur les frais, pas que sur l'investissement, mais aussi sur mes comptes courants. Et parfois, il faut, pour certains projets, accepter d'avoir peut-être un petit peu plus de frais, mais d'avoir un acteur qui peut t'accompagner dans la durée, un vrai interlocuteur avec lequel tu peux bâtir une relation d'affaires, une relation win-win, hein. C'est un partenariat en fait avec ton conseiller. Le conseiller, c'est un commercial. Il veut vendre des produits, donc il faut lui donner à manger, mais tu peux aussi en tirer profit, et ça c'est évidemment impossible à faire, et c'est normal, c'est pas le modèle, c'est impossible à faire avec une banque en ligne. Donc je pense que les deux ont l'intérêt, mais en fonction de tes besoins, tu peux l'adapter, et ça peut complètement faire sens aujourd'hui d'avoir et de la banque en ligne et de la banque traditionnelle. C'est exactement ce que je fais pour ma part. Tout à fait, mais là justement en 2026, je prévois un achat de résidence principale. Alors j'espère que ça va se faire. Félicitations. Et dans quel coin? En Corrèze. Le moins cher. Tu peux t'acheter un château là, non? Ouais. Alors ça va pas être l'objectif, mais effectivement les prix de l'immobilier sont dérisoires ici. Attention à la facture d'électricité. C'est quoi le mètre carré en Corrèze? C'est ridicule. La maison qu'on vise là, ça doit être du 400 € le mètre carré peut-être. Sérieux? Ah ouais, 400 € le mètre carré, c'est le terrain là, tu parles de terrain là. Non, je te jure, entre 400 et 600 mètres carrés, c'est vraiment rien du tout pour... En vrai, pour 80 000 balles, ici, t'as une maison, quoi. À Brive, à 80 000 balles, non, pas à Brive, en campagne corrézienne. D'accord. Non, sur Brive, je dirais que pour 120, 150, t'as une maison.
Ouais, d'accord. Par contre, j'imagine que tu n'as pas de capacité locative. Enfin, c'est justifié parce que les gens s'achètent le bien par rapport à sa valeur de construction, mais si tu veux le mettre en location, tu n'as pas de locataire? Ou c'est quoi les loyers par Si là-bas? sur de l'appartement, tu peux avoir du locataire, mais moi ça m'intéresse pas de faire du locatif. Mais les loyers sont en proportion de perso. ses valeurs ou les loyers sont... C'est quoi un loyer dans... Alors ici, tu payes plus cher en loyer qu'en crédit. Je pense que c'est typiquement des villes où c'est intéressant d'acheter, ouais, j'imagine. Exactement, ouais. Ah ouais, d'accord. Les loyers sont plus chers que l'achat, ouais. Mais La Gaillarde, très bien. Le Bon Coin. Allez-y, je cherche une affaire. mais non, mais sans rien, hein, t'as des châteaux à 300 ou 400 000 euros en Corrèze sans problème. Hein. Ouais. Après, faut Écoute. la capacité de rénover la toiture et de le chauffer, mais Ouais, mais tu vois, un typiquement, autre sur ce genre de financement, si tu veux un financement très vanille, je pense que Boursorama ou Fortuneo pourra te le faire. Si tu commences à avoir des travaux, si tu as un prêt relais, si tu veux un différé, tu vois, si tu as des besoins un petit peu plus complexes, là, ça peut faire sens de te faire accompagner par un acteur traditionnel. c'est sûr. Moi, je travaille avec un conseiller qui est vachement bien chez Meilleur Taux, une agence qui est sur Brive, là. Il est vraiment très quali en termes de conseils, notamment sur l'investissement locatif. C'est quoi les taux en ce moment? C'est 3,6, 3,8, je crois, dans ces eaux-là là, pour je Limo. comprends pas. Franchement, les taux qui sont remontés à ce niveau-là. Alors déjà, moi, c'est pour ça que j'avais pris mes actions dans le bancaire, hein, parce que je rappelle quand même, pour ceux qui connaissent absolument pas du tout la banque, il y a le business model de confiance qu'a mentionné Richard, et après le business model pour faire de l'argent sur cette confiance, c'est de convertir vos dépôts, qui sont des dettes à vue, donc vous pouvez exiger de récupérer vos dépôts parce que on vous dit que c'est votre argent, mais statutairement, c'est pas vrai. Statutairement, vous avez prêté l'argent à la banque dans le cadre d'une dette qui est réputée à vue. Donc, vous pouvez en exiger le retrait à la demande. C'est ça qui fait que vous avez l'impression que c'est votre argent, mais statutairement, vous l'avez prêté à la banque. Et la banque, elle, son métier va être de gérer cette dette à vue qu'elle vous doit et de gagner de l'argent en la prêtant pour le coup avec une conversion sur des projets long terme. Donc ça donne les deux problèmes historiques de la banque. Le premier, c'est le bank run. Les gens qui retirent leurs dépôts, ils ont le droit de le faire. Évoqué, ouais. Et du coup, la banque est dans l'obligation de les rembourser. Ça, je pense quand même, Richard, qu'il y a eu énormément de garde-fous qui ont été mis en place avec la fin de l'argent liquide au-dessus de 1 000 euros pour les paiements. Tu peux même plus t'acheter une bagnole d'occasion à 2 000 balles et aller retirer 2 000 euros à la banque. En fait, c'est complètement délirant. Et puis des exigences de liquidité qui ont été imposées aux banques aussi. Hein. Voilà. Et puis le deuxième problème de la banque, et je pense que si JP Morgan peut s'autoriser de construire un nouveau siège, c'est quand les taux directeurs sont trop bas. Parce que du coup, il n'y a pas de spread entre la dette long terme et la dette court terme, et la banque ne sait pas gagner de l'argent sans ça. Et ça a été catastrophique, les taux négatifs. C'est là qu'on avait tous vu nos commissions bancaires, les cartes de crédit, tout ça qui était gratos. D'un coup, tout était passé à 20 balles. Parce que quand les taux d'intérêt étaient zéro, la banque gagnait pas, quoi. Et moi, j'avais acheté les actions, puisque la banque a souffert de ça pendant les taux bas. La banque en a souffert pendant 10 piges ou 15 piges. Et il y a eu un tournant entre 2008 et 2021. Voilà, il y a eu un tournant il y a 2 ans en remontée des taux. BNP était à ras les pâquerettes, dividende à 10%. Moi, je suis rentré parce que je savais qu'ils allaient gagner de l'argent vu que les taux étaient remontés. Et évidemment, JP Morgan, vu que les taux sont remontés, plutôt que de reverser des dividendes, va se construire un énorme zizi géant avec le syndrome de l'édifice. Parce que voilà, dès qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils aient un gros bâtiment et beaucoup de marbre et que le PDG soit au dernier étage. Le problème des banques américaines, comme à peu près toutes les actions américaines, c'est qu'elles sont hyper chères. Donc si tu l'achètes sur le dividende, tu as un rendement qui est ridicule. Mais c'était pas cher quand il n'y avait pas de taux. Moi, j'ai eu Goldman Sachs, si je te dis pas de conneries, j'ai un 7 bagger sur Goldman Sachs. C'est pas la même banque, hein. C'est une banque qui a un peu plus le monopole de la marketplace des business privés. Mais Goldman Sachs, c'est délirant. Ça fait mieux que la tech depuis 5 ans. Hein. Il y a des coups à faire dans la banque. C'est très sympa. Je me demande juste si on n'est pas déjà au bout parce que les taux sont remontés. Il y a eu un petit coup sur la BNP parce qu'il y a eu ces histoires d'amendes. Donc après, il faut savoir que dans la banque, il faut comprendre qui est le chef. Le chef, c'est le mec qui tient le réseau Swift. En général, c'est ça. Donc déjà, tu regardes qui a la main sur le bouton Swift, qui l'a pas. Tu comprends un peu la chaîne hiérarchique
shadow et tu prends une banque qui est quand même bien placée sur ce niveau-là. Mais voilà, le problème, c'est que tu as l'extraterritorialité du dollar. Tu as eu des grosses amendes sur la BNP parce que Société Générale également. Société Générale, parce que voilà, en gros, si tu utilises des transactions en dollars, les États-Unis estiment que leur loi peut s'appliquer et ils peuvent t'expliquer que tu as fait des transactions dans des pays où c'était sous embargo à leurs yeux, donc ils te le reprochent et ils te mettent une amende, etc., etc. Donc tu as quand même t'as quand même tout un délire sur lequel il faut faire attention. Mais dernière fois que c'est arrivé sur la BNP, une amende, ça reste une amende. C'est pas quelque chose qui met en danger le business model sur le long terme. Et il y a 3 mois, je crois que la BNP, il y avait une opportunité à 8 ou 9% du dividende parce qu'elle avait perdu 25% sur une annonce d'amende. Donc franchement, sur les 2 dernières années, il y avait moyen, je ne sais pas si ça va se renouveler, mais sur les 2 dernières années, il y avait des portes d'entrée sur le système bancaire à 10% de rendement, doigt dans le nez. Moi, j'en ai un petit peu profité. Malheureusement, et là, peut-être c'est ton rôle de nous éclairer, Richard, je ne peux pas y aller trop fort non plus, parce que c'est trop boîte noire. Donc, je gère le côté boîte noire, on n'a pas accès à vraiment ce qui se passe pour juger par nous-mêmes s'il y a du danger ou pas, et du coup, je ne mets pas les montants maxi que je mets par ailleurs sur d'autres titres. Mais ça, quel est ton avis sur cette capacité qu'on a de comprendre ce qui se passe vraiment dans les banques en ce moment et si les bilans sont sains? Ouais, alors il y a plusieurs éléments là-dessus. Déjà sur les taux, je vais revenir sur ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, il y a la spécificité, parce que pour nous, ça semble acquis, mais ça ne l'est pas du tout au fait des taux fixes. Oui, et donc, paradis fiscal. Hein. Exactement. Typiquement en Espagne ou en Italie, il y a ou dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup de variables. Ce qui a quel impact? Ça veut dire que quand tu as contracté un prêt à un taux de 1%, admettons, il y a 5 ans, là, les taux sont passés à 3-4%, ça veut dire que concrètement, ta mensualité, elle va augmenter. Ça veut dire quoi pour la banque? Ça veut dire que ses revenus vont augmenter parce qu'elle peut vraiment piloter l'ensemble de son bilan, non pas seulement l'octroi, mais aussi tout ce qui a été déjà octroyé, donc ce qui est au bilan. En France, c'est complètement différent. Quand tu as octroyé un prêt à 1%, c'est fait, tu ne reviendras pas dessus, tu l'as octroyé pour 20 ans, et aujourd'hui, tu te refinances à 2-3%. Et donc, automatiquement, ça crée un équilibre économique qui est complètement différent. Et concrètement, il y a un moment donné où il y a eu des situations où il y a des banques qui ont qui ont stoppé ou quasiment stoppé leur activité de prêt quand les taux remontaient. Et il y a une gestion de bilan qui est un petit peu délicate parce qu'il y a un gros stock maintenant sur les 5-10 dernières années de prêts à taux très faibles. Et aujourd'hui, les refinancements bancaires se font à des taux plus élevés et les intérêts à servir aux clients, même sur des produits d'épargne régulés, complètement vanille, sont supérieurs finalement à ça. Et donc la banque ne gagne pas d'argent, voire perd de l'argent là-dessus. Donc ça, c'est un premier point et qui explique aussi qu'on peut avoir des rentabilités de banques françaises qui sont inférieures à des rentabilités aujourd'hui qu'on voit sur de la banque espagnole, italienne ou américaine. Ensuite, ceci étant dit, comme les banques ont quand même été pas mal chahutées en bourse, hein, tu l'as évoqué sur la sur les dernières années, costaud, ouais. Et on comprend pourquoi, hein, par rapport à ce que je viens de dire. Il y a eu quand même des efforts qui ont été faits, notamment par BNP Paribas et Société Générale, d'augmenter la rémunération des actionnaires, donc sur la partie dividende, et c'est plutôt une traîne à mon avis qui va se poursuivre. Un dernier point là-dessus aussi tu t'évoquais le sujet boîte noire. Je suis pas sûr que ce soit vraiment des boîtes noires. Je pense que c'est compliqué à analyser une banque parce que c'est un modèle d'activité qui n'a rien à voir avec une entreprise commerciale traditionnelle. C'est aussi en France ce qu'on appelle le modèle de banque universelle. Donc ça veut dire qu'une banque universelle, elle va avoir plein d'activités. Par exemple, un des plus gros assureurs en France, c'est Crédit Agricole, qui est une banque. Il va y avoir de l'asset management, il va y avoir de la banque de financement et d'investissement, il va y avoir du M&A, il va y avoir de la banque de détail, il va y avoir des activités à l'étranger. Des groupes comme BNP Paribas ont des activités très importantes à l'étranger en retail banking, par exemple en Italie, Crédit Agricole pareil, et aussi sur de la banque d'investissement. Il y a des groupes comme Société Générale aussi qui ont pas mal d'activités, même s'ils ont fait un recentrage stratégique, là ils ont revendu pas mal, mais bref, tout ça fait qu'en termes d'activité, en termes d'implantation géographique, c'est hyper variable, et en fait, il y a des acteurs qui sont très corrélés au marché français. On va dire, pour simplifier, plutôt les mutualistes, un groupe comme BPCE ou Crédit Mutuel.
Et il y a des acteurs qui vont pas ou peu être corrélés à l'évolution économique en France, comme BNP Paribas ou Société Générale, parce qu'en fait, ils ont la majorité ou une grande partie en tout cas de leur activité qui est hors de France. Donc effectivement, c'est pas facile à analyser. Il faut pas simplement se fier au marché français. Il faut pas forcément se fier non plus uniquement à la partie retail banking, parce que en termes de revenus, en fait, c'est pas du tout le moteur de revenus des banques. Les gens pensent ça parce que c'est la banque du coin de la rue qu'on voit, mais les revenus aujourd'hui, ils viennent principalement des activités plutôt de BFI et d'asset management. Et un dernier point que je peux dire là-dessus, aujourd'hui, il y a une concurrence qui devient frontale. Et d'ailleurs, j'ai fait là récemment sur LinkedIn et dans une tribune sur les Échos le bilan des principales activités des banques françaises en 2025. Et un des éléments qui est marquant, c'est la concurrence qui aujourd'hui devient frontale et qui est en train de grignoter des parts de marché aux banques. Au début, c'était, on l'a évoqué, des acteurs, on va dire, de banque en ligne, mais traditionnels, qui étaient en réalité des filiales de groupes bancaires, sur de la carte de paiement, sur des besoins du quotidien. Ces acteurs-là, ils sont en train de se déployer en termes de produits. Aujourd'hui, avec Boursorama Banque, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire du PEA, tu peux faire du compte, tu peux faire de l'assurance vie, tu peux faire quasiment tout comme une banque traditionnelle. Et surtout, il y a des acteurs alternatifs qui sont là dans la place et qui, pareil, ont commencé sur quelques services, des paiements, certains points d'investissement et qui, en fait, sont en train de grossir, se développer, arriver sur pas seulement du compte titre, du PEA, de l'assurance vie, mais aussi de la carte de paiement, de la crypto, des acteurs comme Revolut, par exemple, qui ont clairement des ambitions de devenir des banques maintenant. Alors, il y a des sujets réglementaires, d'agrément, etc., qui sont très compliqués. Mais donc, tout ça fait que c'est difficile parce que si on prend une perspective à moyen long terme, le business model des banques traditionnelles aujourd'hui, il est menacé à mon sens. Ceci dit, elles sont en train de réagir évidemment, ils sont en train de mettre en place plein de choses. Il y a de l'IA, les banques sont en train d'essayer de mettre de l'IA partout, mais c'est très long et très compliqué de faire bouger une organisation de 200-300 000 personnes quand en face vous avez des acteurs digital native où ils sont 1000, 2000, ils peuvent vous sortir des choses limite dans la journée en termes d'update, d'upgrade sur leurs produits. Donc tout ça fait que je pense que c'est très difficile en tant qu'investisseur de se positionner sur tout ça en ce moment. Le sujet historique de la banque, c'est que tu as une très forte loyauté. Alors, en France, on est concentré. Si je dis pas de bêtises, on a 4 grandes banques systémiques. Ça, tu me reprendras, Richard, il n'y a pas de souci. Et en fait, il y a eu un énorme nettoyage de l'éclatement bancaire en France, je pense, aux alentours de 1930, grande crise. Aux États-Unis, le système bancaire est incroyablement fragmenté. Il y a pas du En tout Allemagne aussi, ouais. En Allemagne aussi, je ne savais pas. Il y a eu beaucoup moins cette consolidation vers le haut. Donc moi, je pense qu'il y a quand même il y a un côté où sur un siècle, tu as peut-être encore un effet consolidation qui peut avoir lieu aux États-Unis par rapport à cet éclatement bancaire. Peut-être que du Bank of America, du JP Morgan ou du Wells Fargo vont avoir vocation à récupérer tout le business d'un éclatement fragmenté bancaire historique qui va réduire. Et les États-Unis ont ce côté crise financière, faillite de banque. Crise financière, faillite de banque, on le voit tout le temps. Et on l'a vu pour SVB il y a 3 ans. Très souvent, t'entends aux États-Unis, une banque a fait faillite. Mais c'est parce qu'elles sont beaucoup plus fragmentées. Et en France, on a ce côté plutôt systémique, banque concentrée, donc qui n'avait pas tant souffert que ça dans les années 30. Mais je ne sais pas lequel est le mieux, c'est-à-dire jouer la certitude que les gros chez nous, ils ont la position qu'ils ont, donc de toute façon c'est le côté banque systémique. Si tu investis, alors moi mon raisonnement est très simple. Si j'ai du cash à la BNP, je préfère acheter des actions BNP. Et si je commence à me dire oui, mais la BNP peut faire faillite, c'est pas grave parce que de toute façon, si mon cash est à la BNP, je le perds aussi. Donc il y a un côté auto-circulaire du raisonnement qui fait qu'à un moment donné, si tu as peur que les banques fassent faillite en France, tu ne t'en prémuniras pas en gardant ton argent sur ton compte en banque. Et puis, c'est ce que je disais dans une des dernières vidéos que j'avais fait sur la chaîne, c'est que la BNP, pour moi, c'est typiquement le genre de banque qui est too big to fail. C'est-à-dire que ça ne peut pas faire faillite dans le sens où ça sera toujours ça bail-out. Ça fait en 2008 avec Lehman Brothers. Oui, mais alors Lehman Brothers, c'est différent. C'était une banque d'investissement et c'était beaucoup plus petit. C'est pas une banque systémique comme l'est la BNP, où si la BNP fait faillite, concrètement, c'est le système financier qui s'effondre. En fait,
elle est tellement interconnectée partout oui. dans le monde. Je crois que c'est la 7e ou Deutsche 8e Bank, banque du monde. Voilà, c'est comme ouais. si JP Morgan faisait faillite. C'est l'effondrement du système financier mondial. Donc ce Ouais. type de banque, en fait, par sa nature too big to fail, ne peut pas faire faillite et sera toujours bail-out, sera toujours sauvé par le gouvernement ou d'autres banques. Ouais. Mais si tu en deviens le premier actionnaire, c'est aussi à toi qu'on coupera la tête. Alors, ce que je peux dire là-dessus, ce que c'est intéressant, c'est déjà sur la question de qu'est-ce qui est le mieux. Historiquement, on a Entre vu... USA et France. Hein, bon, la France, bien sûr. Je suis très patriote, moi, tu sais. Voilà, non, mais effectivement, sur ce côté-là, je pense que c'est déjà lié à des raisons. Enfin, souvent, quand on analyse des phénomènes historiques, il faut essayer de comprendre l'histoire et puis des raisons aussi sociologiques. La France est un pays très centralisé. Voilà. Et donc, par conséquent, dans l'organisation économique et notamment l'organisation des banques, ça se reflète. À l'inverse, il y a des pays beaucoup plus décentralisés, les États-Unis, hein, voilà, c'est dans le nom, l'Allemagne, où là, par définition, il y a de la pertinence à avoir des réseaux plus autonomes, des banques régionales. C'est ce qu'il y a beaucoup en Allemagne. Hein. Il y a beaucoup de banques régionales, comme aux États-Unis, dans les Länder, qui s'adaptent en fonction des spécificités économiques. Nous, c'est pas le cas. Quand on regarde l'histoire, les modèles dits de banque universelle, c'est ce qu'on a en France, c'est ce que j'expliquais plus tôt, avec diverses activités, sont très résilients. Pourquoi ? Parce que si vous avez une crise sur un secteur, probablement sur vos autres activités, il y aura pas de crise. Je prends un exemple très concret, le réchauffement climatique. On sait que ça va créer plein de problèmes sur l'immobilier, par exemple. Donc, j'ai financé 2 parcs immobiliers. J'ai, admettons, X% de mon parc immobilier qui est dans les zones où je sais qu'il va y avoir des catastrophes naturelles extrêmes dans les prochaines années. Je vais avoir plein de problèmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais avoir des défauts de paiement sur les prêts que j'ai octroyés, parce que ça va être la maison de gens qui va être ravagée, ils vont devoir se reloger, ils vont perdre toute leur épargne s'ils ont investi que dans leur RP. Ça peut être des investissements locatifs qui vont disparaître et du coup j'aurai un crédit à rembourser. Bref, donc sur la partie crédit, il y aura des problèmes, mais après ça sera complètement décorrélé de mon activité de banque d'investissement, mon activité d'assureur, mon activité d'asset management, etc. etc. Et donc, l'idée d'avoir ces différentes activités, quand tu es ultra booming sur un sujet, évidemment, tu prends moins parce que du coup, c'est compensé par d'autres. Par contre, quand il y a une crise, ça peut complètement faire sens et c'est un mécanisme d'amortisseur. Moi, c'est comme donc j'ai passé, je vous ai dit, quasiment 10 ans dans le conseil. J'ai travaillé dans des cabinets du Big Four, donc notamment PwC et EY, qui ont de l'audit et du conseil. C'est exactement la même idée. L'audit, historiquement, il y a eu beaucoup moins de croissance parce que c'est des contrats à long terme, etc. Donc, tu ne vas pas faire 15-20% de croissance par an en audit. Par contre, tes contrats sur 5-7 ans, quand tu as une crise et que tout pète en conseil, tu es bien content d'avoir l'audit parce que ça va avoir un mécanisme de stabilisation. Et à l'inverse, dans les périodes très phases pour le conseil, ça va booster la croissance. Donc, tu as vraiment ces effets-là qui peuvent jouer pour la banque. Et alors moi, quand je te parlais d'opacité des banques, j'ai l'impression que des fois, il y a un concept dans l'univers bancaire où je ne sais pas comment ça se passe, mais où d'un coup, j'ai l'impression qu'ils se mettent tous d'accord pour qu'il y en ait une qui récupère toutes les poubelles, qui deviennent, entre guillemets, ce qu'on appelle la bad bank. Et quand tu commences à avoir des problématiques systémiques, en général, tu te retrouves avec un établissement qui est, par exemple, particulièrement exposé à un produit dérivé à risque. Et c'est lui qui le récupère dans son ensemble. Alors pour reformuler ça, pour ceux qui comprennent absolument pas du tout de quoi on parle, il y a un côté casino auquel peuvent jouer les banques, puisque sur ce qu'on appelle des produits dérivés, c'est-à-dire des contrats de futurs ou d'options qui sont au-dessus d'actifs tangibles, il y a des prix Nobel qui ont estimé qu'avec une formule de maths, on pouvait être risque neutre sur des produits dérivés. Et donc, la banque, sur la base de ces formules de maths, va gérer un petit peu comme une assurance avec le concept des options, une espèce de marché où les gens achètent ou vendent des options pour plusieurs raisons, de protection ou de spéculation. Et la banque se considère risque neutre, puisqu'elle fait juste l'intermédiaire de transactions sur tout ça. Sauf que le gros problème de ces produits dérivés, c'est qu'ils peuvent prendre des proportions démentielles en termes de valeur engagée
Parce qu'on prend une assurance sur du sous-jacent. Je ne rentre pas trop dans les détails, peu importe. Mais du coup, on se retrouve avec certaines banques dans certaines configurations qui sont exposées à des trilliards, des trillions, des milliers de milliards, je ne sais plus comment on dit en français, d'exposition en termes de risque à ces fameux produits dérivés. Et souvent, c'est concentré dans un établissement. Et là, c'est sauf qui peut. Voilà. Mais je sais pas, c'est ces informations-là, moi, auxquelles j'estime ne pas avoir suffisamment accès Parce que c'est pour hors bilan. comprendre laquelle banque est à risque. Voilà. Parce que c'est du hors bilan. C'est pour ça Exactement. que tu peux pas le voir. Voilà. Donc C'est effectivement, ça le concept boîte noire pour moi. Ouais, non, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, ça a quand même, il y a quand même un encadrement réglementaire. Je rentre pas dans les détails, mais dans la CRR3, donc qui est la réglementation prudentielle qui s'applique depuis le 1er janvier 2025 aux banques de l'Union européenne. CRR3 parce que c'est le troisième texte, au fait. Il y a eu CRR, CRR2 et CRR3. Il y a un encadrement de ces sujets-là, notamment si tu parles de titrisation, ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Et puis après, un deuxième point, je reviens parce que j'ai laissé passer un truc tout à l'heure que Hugo disait sur les faillites bancaires. Est-ce qu'une grande banque française peut faire faillite? Théoriquement, oui, mais on en est extrêmement loin, mais ça reste tout à fait possible. En revanche, je veux revenir sur un point, c'est que tu as dit, voilà, si jamais on arrive dans une situation de faillite, par exemple, qui serait liée à une très forte exposition sur le hors-bilan, comme Mathieu vient de l'évoquer, finalement, c'est pas grave parce que on sait que l'État viendra à la rescousse. Bon, il faut savoir que si une banque, alors je vais pas donner de nom, mais si une des plus grandes banques françaises était en situation, on n'a qu'à parler de la Deutsche Bank. Voilà, était dans cette situation-là, attention au montant qu'il va falloir mettre sur la table, hein, parce que là, c'est le PIB de la France, ouais. Dans un pays qui ne tient pas son déficit, qui ne tient pas sa dette, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, je veux bien voir comment on va réussir à lever autant d'argent pour financer. Et ceci dit, en fait, il y a une réglementation européenne qui est en place maintenant depuis 2014, qui s'appelle BRRD, et qui a institutionnalisé le concept du bail-in. Et donc l'idée, c'est de se dire quoi? C'est de se dire que, au final, dans la crise de 2007-2008, on a vu exactement ce que tu as dit, Hugo. Des acteurs qui, entre guillemets, font n'importe quoi sur des produits pourris et qui savent que de toute façon, ils vont être sauvés. Spoiler, ça n'a pas été tout le temps le cas. Ils n'ont pas été tout le temps sauvés et ça a déclenché la plus grosse crise financière des dernières années. Ils ont sacrifié Lehman Brothers pour faire exemple. Mais sinon, effectivement, toutes les autres ont été sauvées. Mais donc, dans le nouveau cadre réglementaire, il y a un équivalent aussi Dodd-Frank Act aux US et dans les principales juridictions. Ils ont quand même mis en place ça. Et le concept, c'est quoi? C'est de se dire, pourquoi IN? C'est parce qu'en fait, c'est les acteurs qui contribuent au développement économique de la banque, qui participent, et notamment les actionnaires, et notamment les clients. Et la logique, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, tu choisis ta banque. Donc, si tu mets ton argent, t'investis dans cette banque-là, c'est à toi d'abord de servir s'il y a un problème, avant que l'argent public soit utilisé en dernier ressort. Donc, très concrètement, si ça arrivait sur une très grande banque française, ça ne serait pas suffisant, hein, évidemment, l'argent des actionnaires. On a vu aussi des cas comme Crédit Suisse, et c'est pas loin, hein, Crédit Suisse, c'est géographiquement et dans le temps, où ce cadre-là n'a pas été complètement respecté. D'ailleurs, il y a des plaintes qui ont été posées là-dessus et l'État est quand même venu à la rescousse. Mais en tout cas, il y a quand même une volonté des autorités de se dire on ne peut pas laisser ça. Pourquoi? Parce que c'est un aléa moral. Parce que si je sais que je mène une activité, je peux prendre autant de risques que je veux et à la fin, je serai sauvé, je vais prendre le maximum de risques. Et donc, il y a ce cadre-là qui a été posé, qui est applicable directement aux banques françaises. Et d'ailleurs, les banques françaises, elles ont contribué à un fonds de résolution unique. Et d'ailleurs, elles étaient très opposées à ça. Hein. Et aujourd'hui, il y a un fonds de résolution unique. C'est ça qui permet de garantir les fameux 100 000 euros par déposant par compte. Donc, il y a quand même des moyens qui ont été mobilisés. Il y a un fonds qui existe. Il y a des exigences. Il y a la BCE, en l'occurrence, qui fait des inspections sur ces sujets. Il y a des équipes qui travaillent sur ça. Il y a des plans dits de résolution ou de redressement qui sont mis en place par les banques. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, bien sûr, c'est la réglementation. La réglementation, elle vient souvent dans un second temps en réponse à un problème. Mais en tout cas, il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, des exigences en fonds propres qui ont été nettement relevées, des exigences en liquidité qui ont été nettement relevées, qui font qu'aujourd'hui, on est quand même dans un cadre qui est beaucoup plus sécurisé. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je ne dis pas que c'est impossible, mais par contre, on ne sera pas dans la même situation qu'on a pu l'être en 2008. Il y a beaucoup de garde-fous qui ont été mis. Et ça veut dire qu'aussi, tu fais peser une responsabilité sur les acteurs économiques, que ce soit les actionnaires ou les clients. Quand tu choisis d'aller sur un acteur, il faut bien regarder ce qu'il en est. Très bien. Mais d'ailleurs, en parlant de choisir d'aller sur des acteurs, toi, à titre personnel, en tant qu'investisseur... On n'a pas parlé de mes invests encore. Exactement. Dans quoi est-ce que tu investis?
Ouais, alors moi déjà, mon histoire d'investisseur, c'est que je l'ai évoqué, hein, j'ai un background finance, mais en fait, j'ai jamais eu de cours sur la finance perso. Moi, je Mais ça savais. n'existe pas d'ailleurs, je crois. Voilà, moi je savais faire, je sais pas, on faisait du pricing d'options, on faisait des trucs, j'étais pas le meilleur en maths quand même, mais on faisait des trucs très techniques sur la finance d'entreprise, les bilans, de la compta. Non, mais en banque, tu es censé créer des produits pour les vendre. Tu n'es pas censé gagner de l'argent avec. On faisait de l'économétrie, bref, on faisait plein de trucs. Et moi, en réalité, quand je suis sorti de là, bah, en fait, j'avais un livret un PEL, quoi, tu vois. Donc, je me suis beaucoup auto-formé. Ma création de contenu aussi m'a beaucoup aidé, les gens que j'ai rencontrés. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi très clairement des podcasts comme le vôtre, comme le mien, tout le contenu qu'on voit aujourd'hui. Il y a 10 ans, ça paraît fou peut-être aux plus jeunes, mais pas du tout ça. Enfin, on parlait d'un ETF le 8 janvier 2016. Les gens, 99% des gens ne savaient pas ce que c'était. Hein. Faut quand même se rendre compte de ça. Donc moi, j'ai commencé de là, donc avec un gros background finance, mais sans formation. Et donc au début, j'ai fait plein de conneries. Hein. Déjà pendant longtemps, j'avais que des trucs ultra sécurisés, livret A, PEL, et je pensais que c'était de l'investissement. Hein. Moi, j'avais compris le DCA, donc c'est-à-dire investir chaque mois. J'avais compris l'importance de pas dépenser tout son revenu. J'avais vraiment mis en place des choses, des virements mensuels, ce genre de choses, dès que j'étais étudiant. Alors évidemment, au début, c'était 50 balles par mois. Hein. J'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Mais j'avais bien compris ça, j'avais cette discipline. Et puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte que, en fait, les produits, ça rapporte 1, 2, 3%. Je vais pas aller loin avec ça. Tu bats même pas l'inflation en soi. Donc, exactement. Techniquement, tu perds de l'argent. Mais tu vois, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et aussi, quelque chose qui est assez incroyable. Hein. Moi, je travaillais dans des environnements avec des consultants, avec des banquiers, parce que mes clients, c'est des banques. Et en fait, beaucoup de gens n'investissaient pas. Hein. Et la plupart des gens, quand tu leur parlais de bourse, etc., ça leur passait. Soit ça les intéressait pas, ou c'était pas du tout pour eux. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi mon éducation familiale, parce que moi, j'ai des parents qui m'ont apporté beaucoup de choses, et je leur en suis très reconnaissant, mais qui m'ont aussi dit, qui ont investi une fois en bourse sur le conseil d'un de leurs conseillers bancaires, où ils ont mis pas mal d'argent sur une action, et évidemment, vous connaissez comment ça, vous connaissez la suite. Et ils m'ont toujours dit, mais la bourse, mais c'est ultra dangereux, c'est le casino, c'est n'importe quoi, tu peux tout perdre, etc. Donc, je partais pas dans le terrain le plus favorable, donc je me suis beaucoup formé et je l'ai fait au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est un conseil maintenant que je donne beaucoup, comme maintenant je suis assez à l'aise sur ces sujets, j'ai fait beaucoup d'investissements, c'est de prendre le temps. Il faut passer à l'action à un moment donné, mais en tout cas, se former, comprendre les sujets où on va et ensuite, par contre, y aller vraiment. Et ça sert à rien de vouloir commencer 15 trucs différents en même temps sans comprendre. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de crypto, etc., mais qui comprennent pas du tout ce que c'est. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et donc, comment j'ai fait? Moi, j'ai commencé par de la bourse. Voilà. Alors, au début, des actions individuelles, où pareil, j'ai pris des gadins. Mais ça m'a permis de me former. Et puis, j'ai acheté, par exemple, une action d'une boîte qui a fait faillite. Là, je me rappelle même plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. J'ai sorti de ma tête. Et après, il y a des choses qui ont bien fonctionné. Et donc, j'ai commencé, pareil, sur les enveloppes fiscales. Tu vois, j'ai essayé de comprendre, me suis formé. Donc, j'ai ouvert un PEA, un compte titre, une assurance vie. J'ai commencé comme ça. J'ai un petit peu dispatché. Et puis, après, moi, j'ai eu vite un problème. C'est quand j'ai commencé à travailler dans le conseil, ça, au fait, c'est des métiers réglementés. Donc, moi, je n'étais pas auditeur. C'était des cabinets d'audit. Et au fait, quand tu es un cabinet d'audit, comme ça peut exister dans certaines industries, tu as des obligations et des restrictions sur ce que tu peux acheter en direct. Les fameux délits d'initié. Voilà, alors moi je travaillais pas en audit, donc j'avais pas d'informations privilégiées, mais néanmoins, alors je vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué, mais quand tu travailles dans un grand cabinet d'audit comme EY ou PwC et que le cabinet est auditeur, admettons, je sais pas, de LVMH, t'es pas censé détenir des actions de LVMH, même si tu travailles pas du tout sur le dossier, tu es au courant de rien. Hein. Voilà. Et sauf que le problème, c'est que ces cabinets-là, ils sont auditeurs de peut-être la moitié du CAC 40, tu vois. Donc déjà, ça limitait vachement mon horizon d'investissement en actions en direct. Par exemple, quand il y a des mandats
ou des rotations de mandats, parce que ça peut changer d'un auditeur à l'autre. Alors, c'est pas tous les 4 matins, hein, c'est des contrats de 5-7 ans, mais ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé, j'avais acheté des actions, par exemple, de LVMH quand ça valait 200 euros. Et on est devenu auditeur, et j'ai dû les revendre. Et je peux te dire que Dommage. je suis bien, je suis bien déçu. Et je voulais pas revendre, moi, parce que justement, LVMH était du conviction de long terme. Je me suis dit, mais voilà, je vais garder ça pendant 5 ans, 10 ans. Bon, bah, spoiler, j'ai revendu en 2018, je pense. Donc, mauvais timing. Et donc, voilà. Donc, j'ai commencé à faire ça. J'ai vu que ça avait du sens, mais que ça prenait du temps. J'avais pas forcément les compétences aussi pour le faire, et l'envie d'y passer beaucoup de temps. Alors, vous, je sais que c'est votre dada, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi. Alors, c'est important de le faire, je pense, pour comprendre, de prendre, voilà, des pertes, de se former. Et après, mais je pense que ça convient pas à tout le monde. C'est comme l'entrepreneuriat. Je pense que le salarié entrepreneur, en fait, c'est ni bien ni pas bien, c'est juste ça correspond pas à tout le monde. Donc moi je garde aujourd'hui, je fais un avance dans le temps de 5 ans là, mais je garde aujourd'hui des actions, quelques expositions de conviction. Par exemple, j'ai acheté du Dassault sur la défense, ce genre de choses. Où j'ai acheté du OVH pour la partie cyber récemment, parce que ça a beaucoup baissé et j'ai une conviction sur ces sujets de cybersécurité, de cloud souverain au niveau européen. Mais 90% de mes investissements aujourd'hui en bourse, ils sont plutôt en ETF, et donc sur l'assurance vie, du PEA notamment, où là après voilà, j'ai une stratégie de diversification. J'étais très exposé aux US jusqu'à il y a 1 an et demi, j'ai pas mal réduit et bien m'en a pris. Avant les annonces avant la présidence de Trump, j'ai pas mal renforcé sur la partie émergent. J'ai un peu d'exposition aussi à l'Europe, bien sûr, pas assez malheureusement parce que ça a beaucoup performé l'année dernière. Mais donc voilà, je suis vraiment misé sur une stratégie passive parce que j'y passe pas énormément de temps, avec une stratégie aussi de DCA. Donc mon idée c'est de me dire probablement, parce que j'ai vu qu'il y avait des études sur lump sum DCA, où le DCA est souvent perdant à long terme. Moi, ce qui est important pour moi, c'est de m'exposer aux principaux indices et de bien dormir la nuit. Donc, je sais que je ne vais pas être le plus gros performeur de l'année. Par contre, je veux limiter mon risque de conneries. Donc, j'ai quelques convictions d'investissement, mais qui représentent une partie faible de mon portefeuille. Et après, j'ai la principale partie de mes investissements en bourse qui sont sur de l'ETF, où je vais simplement essayer de reproduire la performance du marché en me diversifiant avec de l'Europe, de l'US et de l'émergent globalement, sur différentes enveloppes, notamment plusieurs assurances vie avec des horizons de sortie qui sont pas les mêmes, et me focaliser aussi sur le PEA, parce que fiscalement le PEA aujourd'hui, à mon sens en bourse, c'est ce qui est le plus intéressant sur l'imposition des plus-values, les plus-values en France. Tout à fait. Parce que Alors, les gens, ouais, je t'en prie Hugo, vas-y, après je fais une remarque. Alors, tu disais que tu avais quelques convictions qui représentaient une petite part de ton portefeuille. C'est lesquelles, si jamais tu veux nous en donner peut-être? Ouais, j'ai dit un OVH. Il y a du Dassault, mais plus généralement sur de la défense. Il faut encore que je renforce. Donc voilà. Et puis j'ai acheté pas mal d'or en ETC aussi l'année dernière, en début d'année. Voilà, donc bonne performance. Je suis content. pas assez malheureusement, pas assez. Mais je suis plutôt content. Mais après vraiment c'est peu en montant. Je dis c'est 10% de mon portefeuille. Donc c'est vraiment peu. Et après, au-delà de la partie boursière, j'ai aussi de l'immobilier, j'en ai parlé. Du Bitcoin, qui représente, alors ça a pas mal augmenté quand même, ça représente 10% de mon portefeuille. Bon, en 2025, c'est probablement ma pire performance, mais j'ai une conviction de long terme sur le Bitcoin, donc pareil, DCA, et je touche pas, je retire jamais depuis 3 ans, enfin Bitcoin et Ethereum. Je m'aventure pas ailleurs. Un peu comme le sujet action, j'ai pas envie d'y consacrer du temps. Et puis voilà. Et puis aussi plus récemment de l'investissement en start-up. Ce que les gens ont appris récemment sur l'ETF SP500 et la performance de la bourse. La devise. Oui. Il y a eu des affirmations ont été faites comme quoi l'ETF SP500 était l'indice qui performait historiquement à 10% par an et que c'était le meilleur produit et que personne ne pouvait le battre. Et il y a une énorme, colossale erreur de raisonnement parce que l'immobilier bat l'ETF SP500. Je vous l'affirme. Voilà. Parce que la statistique qui vous dit que l'ETF SP500 bat tout le reste, c'est une statistique sur le jeu.
Mais ce qui compte, ce sont les statistiques des joueurs. Et vous pouvez tout à fait avoir un jeu qui est gagnant avec des joueurs perdants. Quand tu vas au casino à 2 heures du matin à Aix-en-Provence, on sait tous que le casino est un jeu perdant. Quand tu te pointes à 2 heures du matin au casino, si tu fais un sondage de tous ceux qui sont autour de la table et que tu leur demandes s'ils ont gagné ou perdu, eh bien c'est plutôt des gagnants. La raison étant que les perdants, ils sont plus là. C'est aussi simple que ça. Donc il faut jamais confondre les statistiques du jeu et les statistiques des joueurs. Et le gros problème de ce jeu, c'est que dans ce jeu, quel que soit ton taux d'intérêt, ce qui fait que tu as des intérêts composés, c'est le nombre d'années qui est à l'exposant de la formule des intérêts composés en loi de puissance. Et que si tu prends le cas de l'immobilier, ce que tout le monde fait sans savoir investir, tout le monde investit comme il faut dans l'immobilier, à savoir en abandonnant une somme pour toujours et en détenant son bien pour toujours. Et en général, ça leur donne en fin de vie des gens qui ont acheté leur résidence principale entre 20 et 30 ans, 70 ans, c'est 90% de leur patrimoine. Et ceci à avoir avec la durée. Et quand tu regardes les joueurs, c'est comme ça que les joueurs se sont enrichis, avec la durée de détention d'un actif sur le long terme. Dans le cas de l'immobilier, c'est un actif qui fait 5%, mais on s'en fout. Les joueurs s'enrichissent avec l'actif qui leur propose un rendement OK, mais avec lequel ils sont confortables de le garder sur une période suffisamment longue. Et cette légende de l'ETF SP500 qui fait 10%, on n'a aucune stat sur des joueurs qui l'ont gardé pendant 50 ans, parce que ça n'existe pas. Ça a la difficulté, c'est pour ça que j'ai mis en place un DCA, mais c'est comme le Bitcoin. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'aurais dû investir, etc. » Mais la réalité, c'est je pense 99,9% des gens, s'ils avaient investi au tout début, à partir du moment où ils avaient fait un multiple de 5, 10, 15, 99% des gens vendent. C'est ça la réalité. Exactement. Et quand il y a une panique, ils vendent aussi. Et par contre, je suis d'accord sur le fait que l'ETF SP500 ou le MSCI World vont avoir des perfs qui vont tenir leurs promesses. Mais je suis très dubitatif sur la manière dont les gens qui rentrent là-dedans vont se comporter vis-à-vis de la temporalité, de la stratégie telle qu'il faut l'appliquer, etc. etc. Ça, je pense que les joueurs n'auront pas les stats du produit. Là-dessus, il faut de la discipline. Moi, c'est pour ça que j'ai une stratégie vraiment de DCA sur toutes les enveloppes où je peux le faire. Il y a un DCA qui part chaque mois. Et mon raisonnement, c'est de me dire que mon budget... j'enlève ça en fait, ça n'existe pas dans mon budget de quotidien, mes loisirs, etc. J'ai vraiment cette enveloppe là qui représente 25-30% de mes revenus parce que je peux me le permettre. Après chacun ajuste en fonction, mais en tout cas j'ai une part de mes revenus qui part là-dessus en début de mois et ça n'existe pas et j'y touche pas. Donc il y a ça. Après sur l'immobilier, il y a évidemment l'effet de levier qui est quand même hyper intéressant là-dessus, qu'on peut pas voir en bourse. En tout cas, je recommande pas de faire des magouilles pour le faire. Pour ceux qui seraient incités. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais je ne pourrais pas cautionner cela. Donc oui, c'est sûr, c'est important. Et après, je pense que dans tout ce qu'on fait, et c'est aussi pour ça que moi je suis très passif dans mes investissements, et je pense que la plupart des gens que vous recevez sont plutôt de l'autre côté. C'est que moi j'ai besoin de quelque chose, donc j'ai dit, où je dors bien le soir et aussi que je peux tenir dans le temps. Et dans le temps, c'est pas 6 mois, quoi. Tu vois, c'est tenir 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et moi, je suis à l'aise à me dire aujourd'hui, je peux tenir un DCA en ETF diversifié pendant 15 ans, 20 ans dans le temps. Je vais pas être le plus gros performeur du marché. Par contre, si je le fais et que je m'y tiens, je sais que j'aurai de la performance au bout du chemin. Tout à fait. Et si les gens ont une personnalité ou un tempérament qui font que ils prêtent plutôt soit à l'immobilier, soit aux actions à dividendes, cette vertu de les laisser dormir en paix, alors il faut qu'ils le fassent. Et ils seront plus gagnants que des personnes qui vont acheter l'ETF SP500 sans avoir le tempérament et l'esprit de dormir tranquille, de le garder au long terme et de continuer leur DCA, parce que ça les met à risque de le vendre au mauvais moment. Et à ce moment-là, ils seront perdants par rapport à celui qui ne s'est pas posé de questions, qui a acheté sa résidence principale avec effet de levier dans le paradis fiscal bancaire français à taux fixe et sans plus-value d'impôt sur la revente de la résidence principale. Pour l'instant. Mais tant que ceci est vrai, c'est quand même très facile en France de faire son beurre sur le roulement de résidence principale. Parce que tu l'achètes, tu payes plus de loyer, tu revends sans impôt, tu as tes fameux crédits à taux fixe
que toi, tu as le droit de renégocier quand ça baisse en plus. Donc, tu as une somme d'avantages colossale à gérer ton patrimoine dans la résidence principale. Donc, moi, j'estime qu'il faut faire dans sa vie perso un bull run là-dessus, si c'est compatible avec le tempérament et la situation personnelle. C'est pour ça que tous les conseils financiers, et il n'y en a pas eu un dans ce podcast, on raconte juste notre vie, sont des conseils qui doivent être personnalisés. Mais à la fin, voilà, moi je suis ravi de t'entendre dire que ton critère principal, c'est celui qui fait que tu choisis des stratégies et des produits sur lesquels tu dors bien. Et quand on fait ça et qu'on les tient sur 70 ans et qu'on fait du 5% net, c'est exceptionnel. Parce que ça fait du 1 plus 0,5 exposant 70, faites le calcul et vous verrez ce que vous obtiendrez. Tout à fait. Bah, écoute, je pense que c'est un très bon mot de la fin. Merci Richard pour ton intervention. En tout cas, c'était top. Peut-être si tu veux rappeler où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver. Bien sûr. Alors, ma plateforme principale, c'est LinkedIn, Richard Michaud. Donc je poste chaque jour, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis après sur les réseaux, donc c'est Inside Banking, donc sur YouTube, sur les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, etc. Et puis j'ai une newsletter qui s'appelle Inside Banking également. C'est facile, c'est tout Inside Banking. Vous pouvez également retrouver qui est mensuel. Et enfin, dernièrement, je me suis lancé sur Instagram et TikTok. Voilà, donc ça se développe. Je vais beaucoup accélérer en 2026 sur tous ces leviers-là, créer beaucoup de contenu, recevoir des invités passionnants pour parler de sujets financiers. Donc si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me suivre, j'en serai ravi. Tout à fait. Écoute, on mettra tes liens en description. Et en plus, il y a une nouvelle fonctionnalité avec YouTube qui est super, qui permet de faire les podcasts en collaboration. On va faire ça alors. Donc on t'invitera, comme ça on mettra aussi en avant ta chaîne YouTube. Super. On a une petite tradition à la fin, c'est de répondre aux questions des podcasts précédents. Je pense qu'on va en faire 10 minutes avec Hugo. Si tu veux rester avec nous, tu peux, Richard. Si tu as besoin de partir pour ce matin, on te dit au revoir comme tu préfères. Nous, on fait encore, je pense, 10 minutes maxi sur les questions. Je peux encore vous accorder 10 minutes avec plaisir. Allez, alors on y va. Donc la semaine dernière, on a reçu notre cher collègue Roman Paillet de la méthode Trident qui est venu nous voir. On a eu des très très bons retours sur le podcast. Hugo, est-ce que toi, tu as repéré une question qui était Alors, il y en avait une pour toi que j'ai vu passer. Pour Mathieu, connaît-il Black Sky Technology? Et si oui, qu'en pense-t-il? Alors non, le sujet, c'est que, voilà, moi, il y a énormément de boîtes que je vois passer. Et effectivement, il faut que le pitch de la boîte, dans sa simplicité, dans sa robustesse, dans ce que je suis capable de comprendre à la volée, faut qu'en 30 secondes, il y ait quelque chose qui me motive d'aller voir plus loin. Et sur ce genre de boîte, c'est de l'IA, de ci, de là. En général, je balaye assez vite parce que j'ai pas envie de faire l'effort. Parce que le problème, c'est que l'effort, c'est du temps de travail. Et sur des sujets comme ça, je sais que je vais pas mettre beaucoup d'argent. Et donc, je ne peux pas passer du temps de travail sur quelque chose qui ne sera pas rentable. Donc, je balaye énormément peut-être à tort, hein. Je ne dis pas que c'est mauvais ou pas bien, mais j'ai besoin que ça ne me prenne pas beaucoup de temps, sinon ça ne vaut pas le coup. C'est aussi simple que ça. Très bien. Et ensuite, on a une deuxième question de Ludovic Suffren. Alors, en fait, on a le même problème à chaque fois sur les podcasts, c'est qu'on a beaucoup de commentaires, mais pas assez de questions. Parce que les gens nous disent qu'ils adorent le podcast, mais posez des questions, parce que sinon, on peut pas y répondre. Richard, tu peux nous dire, toi, combien de temps tu passes sur une étude d'investissement? Quand tu prends une action en direct, c'est quelque chose que tu fais assez vite parce que tu es sur un sujet confortable, ou c'est forcément quelque chose où tu estimes que tu dois passer 3 semaines d'effort? 3 semaines non, mais quelques heures, hein, ça c'est sûr. Après, souvent, ça passe par d'analyse par plusieurs prismes, médias, podcasts. Je suis pas analyste financier, mais c'est de faire un peu d'analyse fondamentale. Mais voilà, j'essaie de me renseigner sur diverses sources, d'aller aussi
de manière générale, pas que sur l'investissement, chercher des sources qui sont pas forcément confortables, c'est-à-dire pas forcément les médias mainstream ou ce que j'ai l'habitude de lire. Oui, avant d'investir dans une action, je passe quand même à minima quelques heures. Je fais pas comme ça à la volée, perso. Je recommanderais pas de le faire. Non, c'est clair. Mais du coup, effectivement, donc la question de Ludovic, elle peut s'appliquer à vous deux parce que c'est une double question. Qui nous dit donc précédemment, vous aviez évoqué la possibilité d'un podcast dédié à la question de la Chine. Mathieu, toi qui es positionné sur Alibaba et plus récemment sur Queicho Mutai, comment as-tu géré ces achats vis-à-vis du taux de change NSY en USD ou directement sur le marché chinois? Donc, est-ce que tu as acheté directement l'ADR, donc l'American Depositary Receipt, ou l'action chinoise, mais du coup avec un lot de 100 minimum? Ça, c'est pour Mathieu. Et la deuxième question, ce sera pour toi, Richard, dans son commentaire. On commence par celle de Richard. Du potentiel de croissance et de consommation sur ces secteurs, que pensez-vous des investissements via ETF pour les marchés asiatiques, chinois uniquement, ou par exemple Amundi Asie-Pacifique hors Japon? C'est intéressant parce qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pas mal renforcé mes positions sur Chine et Inde en ETF quand je parlais de diversification. Oui, alors moi je suis très surpris des mauvaises performances de l'Inde par exemple, ou même la Chine pour l'instant c'est pas un pari gagnant, moi ça fait que 2 mois. Mais oui, à long terme, j'ai quand même cette conviction. Moi je suis un peu, on n'en a pas parlé, mais je suis un peu inquiet des valorisations du marché américain de manière globale. Donc c'est pour ça, en fait, pour moi. voilà, c'est pour ça que je me suis désengagé il y a 1 an et demi, et là, il y a 2 mois, j'ai encore désengagé sur la partie US pour acheter Emerging, Chine et Inde. Donc voilà, mon avis, c'est plutôt positif. Et pas de Japon, du coup? Non. Voilà. Moi, de mon côté, le côté investissement en Chine est très simple. Donc déjà, mon compte titre est sur Saxo. Et on peut acheter en Chine en direct sur Saxo, il y a la place de marché. Donc pour Alibaba, j'en ai pris moitié en Chine, moitié aux USA. Je ne sais plus pourquoi, je me suis retrouvé avec ce mix. Peut-être simplement quand je cherchais le truc pour acheter le titre, des fois je tombais sur le truc américain, des fois sur le truc chinois, je me pose pas trop la question. Et le taux de change, je m'en fous. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que en Chine vous avez eu la plus grande crise immobilière de l'histoire du pays il y a 3 ans, 2021. Donc la Chine a vécu son 2008. Donc en fait c'est un test pour tout le monde parce que souvent les gens investissent en bourse et il faut comprendre que depuis tous ceux qui sont rentrés post-2020 qui n'ont pas vécu le crash Covid, vous avez mangé votre pain blanc. Si vous n'avez pas vécu le crash Covid et que vous avez juste pris le bull run La vie est belle. La vie est belle, quoi. Donc sachez que ça ne se passera pas tout le temps comme ça et qu'un jour il y aura des gadins monumentaux. Et moi j'avais vécu déjà celui de 2008 parce que je bossais déjà et je n'avais qu'une envie, c'est que mon tempérament est compatible avec ça. Je n'avais qu'une envie, c'est que ça se reproduise pour rentrer très fort. Et quand la Chine s'est cassée la gueule, j'ai eu l'impression que c'était l'opportunité pour tout le monde de rentrer. Et forcé de constater qu'en fait ça a fait paniquer tout le monde. Et soit les gens n'y vont pas parce que c'est trop loin, soit ci, soit mi, soit machin. Moi j'ai vécu ça à titre personnel comme l'opportunité du siècle. Alibaba est tombé à 75 balles. Et de mémoire, comme je l'avais dit à Hugo, je crois qu'à l'époque c'était 2 fois le montant du cash en banque. C'était je sais pas quel multiple des bénéfices, mais c'était ridicule. Alors, enfin c'était donné, quoi. Donc la Chine a vécu son moment en 2008 et si vous n'en avez pas profité, vous avez sûrement de très bonnes raisons de ne pas l'avoir fait. Mais moi je m'interroge sur le fait que quelle sera votre réaction et votre tempérament lorsque ceci se produira en Europe pour d'autres raisons de crise. Pour moi, ce sont des moments d'opportunité. Donc oui, j'y suis allé. La crise de la dette française. Voilà. Et oui, j'y suis allé. Oui, j'y suis allé en direct en Chine. Et oui, j'ai pris malheureusement sur Queicho Mutai. Bah oui, du coup c'est cher. Mais j'achète au multiple de 100. Par contre, Queicho Mutai est une boîte exceptionnelle. Là, Hugo, tu la charges dans backer. C'est une boîte qui fait de l'alcool, de l'alcool à brûler, qui apparemment est l'alcool de référence pour les contrats chinois. C'est l'alcool ancestral, c'est un peu comme du saké. C'est vraiment de l'alcool à brûler. Par contre, c'est l'alcool le plus cher en Chine et la boîte a des ratios à la Nvidia.
C'est complètement délirant. Donc j'ai pris ça. Et pour le taux de change, je m'en fous parce qu'en fait, quand tu achètes un actif, si tu t'achètes un château qui fait du vin dans le Bordelais, tu auras aussi des problèmes de taux de change. Parce que le vin, ça s'exporte. Et quand tu as l'euro qui est trop cher par rapport au dollar, tu exportes moins aux États-Unis. Et en fait, ces taux de change, vous les regardez quand vous êtes à l'étranger, mais il y a les mêmes problèmes quand vous êtes en France pour toutes les boîtes qui sont à l'export. Et en fait, on s'en fout, quoi. C'est ce qui compte, c'est est-ce que l'actif productif a une pérennité dans le temps, un produit que vous comprenez, peu de fragilité, pas de risque majeur qui fasse qu'il saute dans les 10 ans qui viennent, des barrières à l'entrée qui évitent que des concurrents surgissent du jour au lendemain, une structure de marché qui vire à l'oligopole ou au duopole ou au monopole ou n'importe quelle forme de motte qui protège les marges et les bénéfices, des clients fidèles qui se transmettent l'envie de consommer le produit dans le temps, ce qui se passe par exemple dans les banques. Moi, mon fils, il est déjà à la BNP parce que moi j'ai mes comptes à la BNP, c'est moi qui ai ouvert les siens, donc tu as une transmission générationnelle et tu cherches des actifs qui font partie de la vie et de la pérennité de l'activité économique et qui sont des véhicules qui vous transporteront sur 100 ans, quels que soient les taux de change, quels que soient les rentas. Moi, ça ne me concerne pas. Si je sais que je fais plus de 5% et que je suis confortable sur une détention à 100 ans, c'est ce que je recherche, fin de l'histoire. Parce que je pense que je vais vivre 150. Tout à fait, mais on fera un podcast sur la Chine, ça c'est clair. Je pense que c'est un sujet assez vaste à aborder. Parfait. Écoute, Richard, merci beaucoup d'être passé. C'était très intéressant. Un grand merci. Et puis peut-être qu'on se refera ça à l'occasion. Et puis passe une bonne journée et bon courage du coup dans tous tes projets entrepreneuriaux et félicitations pour le lancement de ta boîte du coup. Et, merci beaucoup les gars. Et à la prochaine et salut tout le monde. Allez, salut. Ciao. Salut, bye.